Alors, bienvenue à toutes et à tous sur cette vidéo, la première d'une série de 4 vidéos retraçant 4 décennies de première urgence internationale. L'objectif de cette série de vidéos est de vous présenter les grandes étapes de notre évolution des années 80 à 2020 et les replacer dans le contexte historique de l'humanitaire, les principales crises et les tournants majeurs qui ont impacté le système humanitaire dans son ensemble. Nous allons donc commencer notre voyage avec la décennie 80-90 et la création d'aide médicale internationale qui se place dans la continuité dans la fin des années 70 avec l'émergence du sans-frontiérisme. Le sans-frontiérisme, c'est quoi? C'est surtout la création de Médecins sans frontières à une époque qui est marquée par un contexte de guerre froide entre bloc soviétique et bloc occidental. L'un et l'autre soutiennent des groupes de rebelles dans des États défaillants ou dans des dictatures. Et ces conflits, ces guerres civiles vont souvent faire de très nombreuses victimes auprès de la population civile et des réfugiés, des déplacements de population, etc. Et dans ces contextes, les organisations internationales qui existent, le CICR, les Nations Unies, sont souvent désarmées, ne peuvent intervenir, ne peuvent aider les populations. Les organisations sans frontières, sans frontiéristes, vont passer outre les frontières et aider au plus près de ces populations. C'est ainsi que Aide médicale internationale, qui est composée de médecins qui ont fait scission avec Médecins sans frontières, vont décider d'intervenir en 79 autour du conflit au Cambodge. Beaucoup de populations, des réfugiés, des milliers de réfugiés cambodgiens qui, fuyant le régime des Khmers rouges, vont passer la frontière. C'est également la crise des Boat People, toujours en Asie du Sud-Est, avec des réfugiés cambodgiens vietnamiens, et la création donc d'aide médicale internationale, qu'on appellera également les French Doctors. C'est aussi 79, l'année de l'invasion soviétique en Afghanistan, qui va mettre le feu à une grande poudrière qu'on sait aujourd'hui qui courra pendant 4 décennies de conflits jusqu'à aujourd'hui. Et c'est donc dans ce contexte que l'AMI est née. C'est pas la seule. D'autres ONG, j'ai parlé de Médecins sans frontières, Médecins du monde, mais également Action internationale contre la faim, Solidarité internationale, Handicap international, pour ne citer que les plus connus, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres ONG qui vont se créer dans ce contexte. Alors, voyons justement pour illustrer ces toutes premières missions, 2 petites capsules vidéo qui montrent une des fondatrices de l'AMI et l'autre, un ancien personnel afghan de la mission de l'AMI. Mes compagnons de fac avaient monté une petite organisation humanitaire qui s'appelle Aide médicale internationale. Et quand ils m'ont appelé en mai 80 pour me dire est-ce que tu veux faire la première mission médicale en Afghanistan, ce qu'on appelle la mission exploratoire, voir ce qu'on peut faire, eh ben, j'ai dit oui. Et je pars avec Louis Chitli, qui est un vieux de la vieille. Et Louis m'accompagnant, ayant de l'expérience, j'avais 27 ans à l'époque, lui il en a une quarantaine, ça me rassurait un petit peu de partir la veille du départ pour l'Afghanistan, où on allait traverser la frontière clandestinement, on allait avoir des cols à 4500 mètres d'altitude à franchir, etc. Et surtout un pays en guerre, j'étais absolument terrorisé. Voyons la deuxième vidéo. Cette maison a été bombardée chaque jour. C'est Ahmad Massoud qui l'a amenée ici. Elle est venue dans le Panjshir en tant que docteur, en tant que médecin. Docteur Laurence a été la toute première à venir ici. Elle n'était pas familière du Panjshir. Elle venait de France en Afghanistan où c'était la guerre. Elle avait confiance en Massoud. C'était réciproque. C'était rare et bizarre pour nous qu'une femme vienne ainsi de France pour nous aider. Elle était gentille, patiente. Elle était vraiment très patiente.
En général, les Afghans, ils se posaient toujours la question, mais qu'est-ce qui leur est arrivé en France pour qu'ils viennent chez nous? Ils ont dû être expulsés de France ou ils ont dû faire une bêtise. Et ils pouvaient se poser tout ce genre de questions. On était les premiers à venir. C'était la première fois qu'ils voyaient des étrangers venir donner de l'aide. Ça voulait dire pour eux et pour la population que cette guerre n'était pas oubliée par tout le monde. Alors voilà, ces témoignages sont particulièrement intéressants, parce qu'on se rend compte à quel point ce qu'on appelle mission humanitaire aujourd'hui est très différent de l'époque. À l'époque, en 1980, une mission humanitaire, c'est un voyage, une aventure, un périple de quelques individus qui sont très militants, très engagés, ces fameux French Doctors, et qui souhaitent venir directement en aide, directement soigner dans les zones de combat, au cœur des zones les plus complexes d'accès, etc. Cela se fait souvent, c'est évoqué dans la deuxième vidéo, souvent la demande de groupes rebelles. Et là, on a évidemment, on pense au commandant Massoud qui a accompagné nombre d'expatriés de l'AMI, ce qui peut poser aujourd'hui une question d'un point de vue neutralité de l'aide, évidemment. Et ça reste comme des zones, des actions au plus proche des conflits. On peut aussi constater en fait que ce sont des accès très difficiles. Ici sur la photo, on voit tout un convoi avec quelques médecins et des médicaments qui passent d'école. Parfois, ils mettent des semaines à parvenir sur les zones d'intervention. Et puis, on se rend compte aussi que les conditions sont très difficiles. On est là encore dans du militantisme très fort, très peu de moyens. Les médecins participent eux-mêmes aux frais des missions. Ils vivent, comme on l'a entendu, chez l'habitant qu'ils viennent aider. Ils apportent leur propre matériel. Ils ont en général une faible connaissance du pays, une faible préparation avant de partir. Il s'agit vraiment d'une mission, une mission personnelle, individuelle, au sens le plus littéral et historique du terme. Voilà, alors on avance au milieu des années 80, 84 notamment avec cette crise majeure en Éthiopie, une série de famines provoquées et par des mauvaises récoltes, mais aussi par un conflit entre Tigréens et gouvernement éthiopien qui frappe entre 200 000 et 1 million de morts, c'est énorme. Cette crise aura suscité une vive émotion dans le monde et elle sera relayée massivement par les médias. Ça sera un véritable tournant. On regarde tout de suite cette vidéo. In New York, some of America's poorest children raising money and raising the hopes of some of the world's poorest children in Ethiopia. You think I'm considered poor? Look at the Ethiopian kids. I might be poor, but at least I got something to give them. We make money here so we could send it there, where they could eat food like we do. They raised the money, they bought the grain, they chartered this aircraft, and they had it flown directly here. Alors voilà, là on voit une grande collecte aux États-Unis. Il y aura eu les mêmes collectes avec des chansons assez reconnues en France. Et cette période de très forte médiatisation va permettre à certaines ONG d'investir fortement dans des actions de marketing, de collecte de fonds, de communication. Celles qui font ce choix bénéficieront de croissance très rapide et d'un accès à des fonds propres qui leur permettra jusqu'à aujourd'hui de bénéficier et de diversifier leurs ressources. Ça donnera également lieu parfois à des compromissions sur l'image, certaines affiches, là on voit des affiches de l'époque, des campagnes qui ont été parfois décriées, celle-ci, Leïla, 100 francs plus tard, ou des produits partage qu'on peut considérer parfois pas de très bon goût. Là, c'est chez MSF, c'est figurines, une figurine achetée, un vaccin donné. Évidemment, ça posait aussi des questions sur l'image. Pour l'aide médicale internationale, il y a un choix très très fort de ne pas entrer dans ce type de communication et de faire le choix de consacrer toutes ses ressources aux actions sur le terrain, aux activités. Ce choix, il impactera jusqu'à aujourd'hui, puisque ce choix sur le long terme, c'est de ne pas faire de collecte de fonds. Et aujourd'hui, on sait que ça fait partie des aspects de notre modèle économique.
Voilà. Alors ici, on voit sur une brochure toujours de l'époque ce discours toujours très très militant. Cette brochure, elle est adressée aux membres, ces membres qui sont près de 1200 dans les années 80, c'est beaucoup. Ces membres sont des donateurs, mais également ils participent aux missions. Le vocabulaire de ces brochures, c'est celui de la lutte contre les tyrannies, c'est un discours encore très très militant. C'est aussi, ça marque le manque de moyens, on explique, hein, et ce manque de moyens, il a quand même aussi des conséquences, puisque cette faible préparation fait courir un certain nombre de risques pour les expatriés. On a là une vidéo qui va en témoigner très concrètement. Philippe Augueillard avait eu droit en mars dernier à l'un de ces procès dont les régimes totalitaires, hélas, ont le secret. Il avait été condamné à 8 ans de prison. Paul Naon. C'était le 13 mars dernier, le docteur Philippe Augueillard comparaissait devant ses juges à Kaboul. Philippe Augueillard sait parfaitement que s'il ne répond pas aux questions de ses juges, selon un scénario établi à l'avance, il risque sa tête et les charges retenues contre lui sont simples et claires. Il est accusé d'espionnage au profit de la CIA. Voilà, donc il s'agit ici du premier ciblage d'un expatrié à EMI, le docteur Philippe Augueillard, qui a été arrêté, jeté en prison par les troupes soviétiques. Alors il y aura un procès très médiatisé en Afghanistan comme en France, et le docteur Augueillard sera libéré par l'intermédiaire notamment du Parti communiste français. Voilà, tout ça ne freinera pas les activités de l'AMI. Là, on termine cette décennie avec 88. Et 88, on se rappelle, ce sont les manifestations pacifiques en Birmanie qui seront violemment réprimées. Et c'est dans toutes les frontières de ce pays, notamment dans l'État Karen, où des mouvements insurrectionnels sont très nombreux, font beaucoup de victimes et des mouvements de masse, les Karen notamment, qui fuiront en Thaïlande. Et autour de ces mouvements, l'AMI intervient massivement en aide directe, mais aussi en formant ce qu'ils appellent des médics, qui sont des personnels un peu paramédicaux et qui accompagnent cette population pour donner des soins. Donc là, on parle déjà, au-delà du soin en direct, on parle aussi de la formation, qui sera également un autre métier très très fort de l'AMI. On a une dernière capsule ici, vidéo, qui parle également de cela. Il y avait une épidémie de coqueluche, j'ai vu des tas de gamins qui avaient des coqueluches. J'ai interviewé des femmes sur 3 jours, je leur ai demandé combien d'enfants et combien d'enfants elles avaient eu et combien étaient morts. Sur 200 enfants, il y avait 66 morts. De fièvre, de coqueluche, de rougeole, de bêtises, tu vois, vraiment de choses simples. Et alors là-dessus, les femmes du village m'ont demandé de leur faire des cours très simples, des cours d'hygiène. Et ça s'est très bien passé, et je crois qu'elles ne demandent que ça. Alors voilà, ce témoignage d'époque nous montre également que ces jeunes médecins vont progressivement intégrer la nécessité de s'impliquer sur la sensibilisation des populations, sur les pathologies assez communes et la formation du personnel médical. Ces métiers deviendront progressivement le centre de l'approche de l'AMI qu'on voit là, soigner, former et témoigner. Alors, on va terminer avec un dernier aspect, toujours cet aspect de ressources, mais aussi de typologie de métier dans ces années. On a dans cette brochure à nouveau, dans l'encart ici, en 87, 90 personnes ont pu partir en mission. Il s'agit de 43 médecins, 9 chirurgiens, kinés, 25 infirmiers, etc., 2 logiciens, un manipulateur radio. Il n'y a pas de personnel administratif, il n'y a pas de manager, il n'y a pas de coordinateur, il n'y a pas de chef de mission. C'est à nouveau des typologies très très différentes d'aujourd'hui. Chaque mission dure en moyenne 4 mois avec des coûts très très faibles. 20 000 francs, ça fait à peu près 3 000 euros par mission. Voilà, donc ce n'est qu'à la fin de cette décennie que l'AMI va investir, va avoir un siège et un seul salarié dans son siège. Ce salarié s'occupant principalement des tâches justement administratives et des prises des billets, etc. On est donc très très loin de ce qu'on a aujourd'hui, mais c'est le début d'une structuration. Voilà, on termine avec cette première vidéo de décennie. Je vous donne rendez-vous sur la seconde vidéo qui nous présentera des années 90 à 2000 la naissance de Première Urgence. Merci pour le visionnage et à bientôt.